Entre 1814 et 1848, la France change de roi, de régime, de promesses. Pourtant, une chose ne change pas, l'instabilité. Après la chute de Napoléon, le pays tente de revenir à l'ordre. Sans jamais savoir lequel. Monarchie restaurée, compromis constitutionnel, révolutions inachevées. Cette période n'est pas une transition anodine, mais le moment où la France échoue à résoudre une question fondamentale: qui détient réellement le pouvoir, le roi ou la nation? Dans ce documentaire, nous allons comprendre pourquoi ces compromis successifs ont rendu la France durablement instable, et comment la Restauration et la monarchie de Juillet ont préparé les crises politiques à venir. Entre 1814 et 1848, la France traverse une période qui, en apparence, devrait être celle du retour à l'ordre. L'empire napoléonien s'effondre, les guerres s'achèvent, l'Europe cherche la stabilité après plus de 20 années de bouleversements révolutionnaires. Pourtant, durant ces 3 décennies, le pays ne parvient jamais à s'apaiser durablement. Les régimes se succèdent, les tensions s'accumulent, et l'idée même de stabilité politique demeure fragile. En 1814, avec la chute de Napoléon, la monarchie est restaurée. Les Bourbons reviennent au pouvoir dans un pays profondément transformé par la Révolution française. Les structures sociales ont changé, les mentalités aussi. L'égalité civile, la fin des privilèges, la souveraineté nationale ont laissé une empreinte durable. La France n'est plus celle de l'Ancien Régime, mais elle n'est pas non plus une démocratie moderne pleinement assumée. Cette période s'ouvre sous le règne de Louis XVIII, puis se poursuit avec celui de Charles X, avant d'aboutir à la monarchie de Juillet dirigée par Louis-Philippe. 3 souverains, 2 monarchies, plusieurs chartes et constitutions, mais une même difficulté persistante: définir clairement la source du pouvoir et la place du peuple dans l'État. La France de cette époque est traversée par des contradictions profondes. Le pouvoir monarchique cherche à se maintenir en s'appuyant sur des institutions héritées du passé, tout en intégrant partiellement les acquis révolutionnaires. Dans le même temps, une société de plus en plus politisée ne se reconnaît plus dans un système fondé sur une participation restreinte et une souveraineté incomplète. Entre le souvenir de la Révolution et la crainte de son retour, les gouvernements avancent par compromis successifs. Ainsi, de 1814 à 1848, la France ne connaît ni véritable restauration de l'ordre ancien, ni transition assumée vers un régime pleinement représentatif. Cette instabilité n'est pas le résultat d'événements isolés ou de simples erreurs politiques. Elle s'enracine dans une question fondamentale, restée sans réponse claire durant toute cette période: comment gouverner un pays transformé par la Révolution sans remettre en cause l'autorité monarchique elle-même? La fragilité politique de la France entre 1814 et 1848 ne peut pas s'expliquer uniquement par la succession des régimes. Elle s'enracine dans des tensions structurelles, héritées à la fois de la Révolution française et de la tentative inachevée de restauration monarchique. Dès le départ, le nouveau système repose sur des fondations contradictoires. Sur le plan institutionnel, le pouvoir repose sur une monarchie constitutionnelle, mais dont l'équilibre reste instable. La charte de 1814 reconnaît certaines libertés publiques et l'égalité civile, tout en affirmant que l'autorité émane du roi. Ce compromis juridique crée une ambiguïté fondamentale: le pouvoir est-il concédé par le souverain ou issu de la nation? Cette question, jamais tranchée clairement, alimente une défiance permanente entre le pouvoir exécutif et une partie de la société. Le rôle du souverain illustre cette tension. Sous Louis XVIII, la monarchie cherche à composer avec l'héritage révolutionnaire, sans l'assumer pleinement. Le régime se veut modéré, mais demeure étroitement contrôlé par une élite politique et sociale restreinte. Cette prudence entretient un sentiment d'inachevé. Les principes de 1789 sont reconnus en théorie, mais appliqués de manière limitée. Avec l'arrivée au pouvoir de Charles X, les tensions s'accentuent. Le régime adopte une orientation plus conservatrice, marquée par la volonté de réaffirmer l'autorité monarchique et le rôle traditionnel de la religion. Cette politique ravive les craintes d'un retour en arrière et accentue la fracture entre le pouvoir et une société qui s'est durablement éloignée de l'ancien régime. À ces tensions politiques s'ajoutent des fractures sociales profondes. Le système électoral repose sur le suffrage censitaire, réservant la participation politique à une minorité de citoyens aisés. La bourgeoisie détient une influence déterminante, tandis que les classes populaires urbaines et le monde
ouvriers, en pleine croissance, restent exclus de la vie politique. Cette exclusion nourrit un sentiment d'injustice et de marginalisation, particulièrement dans les grandes villes. Sur le plan économique, la France connaît une transformation progressive, marquée par le développement de l'industrie et du capitalisme. Ces mutations créent de nouvelles inégalités et renforcent les tensions sociales. Les périodes de crise économique, notamment dans les années 1820 et 1840, fragilisent davantage un régime déjà contesté, incapable d'apporter des réponses durables aux difficultés sociales. La monarchie de Juillet, instaurée après 1830 sous Louis-Philippe, tente de corriger certains déséquilibres en se présentant comme un régime plus libéral. Toutefois, elle conserve les mêmes limites fondamentales, une souveraineté nationale incomplète et une participation politique restreinte. Derrière une façade de stabilité, les tensions politiques et sociales continuent de s'accumuler. Ainsi, de la Restauration à la monarchie de Juillet, la France évolue dans un cadre institutionnel marqué par l'ambiguïté, l'exclusion et la méfiance. Ces causes profondes expliquent pourquoi l'instabilité ne disparaît pas, mais se transforme en une crise latente, prête à éclater au moindre choc politique ou social. Les tensions accumulées depuis 1814 ne débouchent pas immédiatement sur une rupture brutale. Pendant plusieurs années, le régime de la Restauration parvient à se maintenir grâce à un équilibre fragile entre concessions institutionnelles et contrôle politique. Toutefois, à la fin des années 1820, cet équilibre commence à se fissurer. Les causes profondes, longtemps contenues, trouvent alors des points de cristallisation précis. Sous le règne de Charles X, le pouvoir adopte une ligne de plus en plus rigide. Le souverain et son entourage considèrent que la monarchie a trop concédé depuis 1814 et qu'il est nécessaire de réaffirmer l'autorité royale. Cette orientation se traduit par une politique perçue comme conservatrice, voire réactionnaire, tant sur le plan religieux que politique. La dissolution répétée de la Chambre des députés et la restriction progressive des libertés alimentent le sentiment d'un pouvoir sourd aux évolutions de la société. Le déclenchement de la rupture ne résulte cependant pas d'un seul acte isolé, mais d'une série de décisions politiques qui agissent comme des catalyseurs. Les ordonnances de juillet 1830 constituent le point de bascule. En suspendant la liberté de la presse, en modifiant le système électoral et en réduisant encore le corps électoral, le pouvoir rompt le compromis déjà fragile établi par la Charte. Ces mesures sont perçues non comme de simples ajustements, mais comme une remise en cause directe des principes hérités de la Révolution. La réaction est rapide, notamment à Paris. Les milieux libéraux, les journalistes, les étudiants et une partie des classes populaires urbaines se mobilisent. Ce mouvement n'est pas seulement une contestation du souverain en place, mais l'expression d'un refus plus profond, celui d'un régime jugé incapable de représenter la nation. En quelques jours, l'autorité monarchique s'effondre, révélant à quel point elle reposait sur des bases fragiles. La chute de Charles X ne signifie toutefois pas la fin de la monarchie. La rupture de 1830 débouche sur une recomposition du pouvoir plutôt que sur une transformation radicale du régime. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe incarne cette solution intermédiaire. Présenté comme un « roi des Français » et non plus comme un roi de France, il symbolise la volonté d'ancrer le pouvoir dans une légitimité nationale plutôt que dynastique. Cette transition marque une rupture politique réelle, mais limitée. Elle met fin à la Restauration sans résoudre les contradictions structurelles héritées de 1814. La monarchie demeure, le suffrage reste censitaire, et la souveraineté nationale n'est que partiellement reconnue. La rupture de 1830 apparaît ainsi comme une réponse immédiate à une crise politique aiguë, mais aussi comme le prolongement d'un compromis inachevé. En ce sens, le déclenchement de 1830 n'est ni un accident, ni une révolution totale. Il constitue un moment charnière, révélateur des tensions profondes du système, et annonce les fragilités futures de la monarchie de Juillet. Les tensions accumulées depuis 1814 ne débouchent pas immédiatement sur une rupture brutale. Pendant plusieurs années, le régime de la Restauration parvient à se maintenir grâce à un équilibre fragile entre concessions institutionnelles et contrôle politique. Toutefois, à la fin des années 1820, cet équilibre commence à se fissurer. Les causes profondes, longtemps contenues, trouvent alors des points de cristallisation précis. Sous le règne de Charles X, le pouvoir adopte une ligne de plus en plus rigide. Le souverain et son entourage considèrent que la monarchie a trop
concédé depuis 1814 et qu'il est nécessaire de réaffirmer l'autorité royale. Cette orientation se traduit par une politique perçue comme conservatrice, voire réactionnaire, tant sur le plan religieux que politique. La dissolution répétée de la Chambre des députés et la restriction progressive des libertés alimentent le sentiment d'un pouvoir sourd aux évolutions de la société. Le déclenchement de la rupture ne résulte cependant pas d'un seul acte isolé, mais d'une série de décisions politiques qui agissent comme des catalyseurs. Les ordonnances de juillet 1830 constituent le point de bascule. En suspendant la liberté de la presse, en modifiant le système électoral et en réduisant encore le corps électoral, le pouvoir rompt le compromis déjà fragile établi par la Charte. Ces mesures sont perçues non comme de simples ajustements, mais comme une remise en cause directe des principes hérités de la Révolution. La réaction est rapide, notamment à Paris. Les milieux libéraux, les journalistes, les étudiants et une partie des classes populaires urbaines se mobilisent. Ce mouvement n'est pas seulement une contestation du souverain en place, mais l'expression d'un refus plus profond, celui d'un régime jugé incapable de représenter la nation. En quelques jours, l'autorité monarchique s'effondre, révélant à quel point elle reposait sur des bases fragiles. La chute de Charles X ne signifie toutefois pas la fin de la monarchie. La rupture de 1830 débouche sur une recomposition du pouvoir plutôt que sur une transformation radicale du régime. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe incarne cette solution intermédiaire. Présenté comme un « roi des Français » et non plus comme un roi de France, il symbolise la volonté d'ancrer le pouvoir dans une légitimité nationale plutôt que dynastique. Cette transition marque une rupture politique réelle, mais limitée. Elle met fin à la Restauration sans résoudre les contradictions structurelles héritées de 1814. La monarchie demeure, le suffrage reste censitaire, et la souveraineté nationale n'est que partiellement reconnue. La rupture de 1830 apparaît ainsi comme une réponse immédiate à une crise politique aiguë, mais aussi comme le prolongement d'un compromis inachevé. En ce sens, le déclenchement de 1830 n'est ni un accident, ni une révolution totale. Il constitue un moment charnière, révélateur des tensions profondes du système, et annonce les fragilités futures de la monarchie de Juillet. À mesure que la monarchie de Juillet s'installe dans la durée, ses limites structurelles apparaissent de plus en plus clairement. Le régime, conçu pour garantir l'ordre et éviter les ruptures violentes, se révèle incapable de répondre aux transformations profondes de la société française. Cette incapacité produit des conséquences politiques et sociales durables, qui fragilisent progressivement l'ensemble du système. Sur le plan politique, la principale limite réside dans l'étroitesse de la représentation nationale. Le suffrage censitaire maintient une vie politique réservée à une minorité de citoyens fortunés. Cette exclusion empêche l'intégration pacifique de nouvelles forces sociales dans le jeu institutionnel. Les revendications en faveur d'une réforme électorale, pourtant modérées dans leurs intentions, se heurtent à un refus constant du pouvoir, qui redoute toute remise en cause de l'équilibre existant. Cette fermeture politique entraîne un effet paradoxal. En cherchant à préserver la stabilité, le régime réduit les canaux légaux d'expression du mécontentement. Les oppositions se radicalisent alors progressivement, non par idéologie révolutionnaire, mais par absence d'alternative politique crédible. Le débat public se déplace hors des institutions, affaiblissant la légitimité du pouvoir en place. Sur le plan social, les mutations économiques accentuent les tensions. L'industrialisation, encore inégale, transforme les conditions de travail et de vie, en particulier dans les centres urbains. Les crises économiques du milieu des années 1840, marquées par le chômage et la précarité, touchent durement les classes populaires. L'État, peu équipé pour intervenir sur le plan social, apparaît impuissant face à ces difficultés croissantes. À ces crises matérielles s'ajoute une crise de confiance. La monarchie, longtemps perçue comme un compromis acceptable, est désormais vue par une partie croissante de la population comme un régime figé, incapable de se réformer. Cette perte de légitimité ne se traduit pas immédiatement par une contestation massive, mais par une accumulation silencieuse de frustration. Le régime souffre également de ses propres contradictions internes. En se présentant comme l'héritier des principes libéraux tout en refusant leur extension politique, il entretient une ambiguïté permanente. Cette incohérence affaiblit le discours officiel et nourrit le scepticisme à l'égard des institutions.
la monarchie de Juillet apparaît de plus en plus comme un pouvoir défensif, davantage préoccupé par sa survie que par l'adaptation aux évolutions de la société. Ainsi, à la veille de 1848, la France se trouve dans une situation de blocage. Les institutions fonctionnent encore, mais leur capacité à absorber les tensions est largement épuisée. Les crises économiques, sociales et politiques ne sont pas des anomalies passagères, mais les symptômes d'un système arrivé à ses limites. Le régime n'est pas renversé par un événement isolé, mais fragilisé par une série d'échecs cumulés qui rendent toute réforme graduelle désormais insuffisante. La période qui s'étend de la Restauration à la monarchie de Juillet constitue un moment clé de l'histoire politique française. Entre 1814 et 1848, la France ne connaît ni un retour durable à l'ordre monarchique traditionnel, ni une transition pleinement assumée vers un régime démocratique. Elle expérimente, au contraire, une série de compromis successifs qui, sans résoudre les contradictions héritées de la Révolution, les déplacent et les prolongent. Le principal enseignement de cette période réside dans l'incapacité des régimes en place à trancher clairement la question de la souveraineté. Le pouvoir oscille entre une légitimité dynastique héritée du passé et une légitimité nationale issue de 1789. Cette hésitation permanente fragilise les institutions et empêche l'émergence d'un consensus politique durable. La monarchie constitutionnelle, telle qu'elle est pratiquée entre 1814 et 1848, demeure ainsi un système inachevé. Sur le plan social, cette instabilité politique s'accompagne d'une transformation profonde de la société française. L'industrialisation, l'urbanisation et l'émergence de nouvelles classes sociales accentuent le décalage entre les institutions et la réalité du pays. En excluant durablement une large partie de la population de la participation politique, les régimes successifs contribuent à faire de la contestation un mode d'expression récurrent de la vie publique. L'héritage de cette période dépasse largement les événements de 1848. Les révolutions ultérieures, les changements de régime et la culture politique française marquée par la méfiance envers le pouvoir s'inscrivent dans cette continuité. L'expérience de la Restauration et de la monarchie de Juillet montre que la stabilité ne peut être assurée par de simples ajustements institutionnels, lorsque les fondements de la légitimité politique restent contestés. Ainsi, loin d'être une parenthèse incertaine entre deux révolutions, la période 1814-1848 apparaît comme un laboratoire politique décisif. Elle révèle les difficultés profondes de la France à concilier ordre, liberté et souveraineté nationale après la rupture révolutionnaire. En ce sens, elle éclaire durablement la trajectoire politique du pays et permet de mieux comprendre pourquoi, au XVIe siècle, la France demeure l'un des espaces européens les plus exposés aux crises de régime.